Bonjour Fabien Boudet, directeur de la vie fédérale du tennis, du paddle et du beach. Fabien, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour du paddle. D'abord, concernant les championnats de France, je crois que c'est plutôt un succès. Oui, ces championnats de France, voilà, c'est les premiers, donc effectivement, on attendait avec impatience de voir ce que ça allait donner. Mais voilà, il semblerait que les joueurs, on a les retours des joueurs qui ont l'air satisfaits de l'organisation, donc on est très très contents. Les matchs sont super, voilà, tout se passe bien, c'est parfait. Et est-ce que tu te dirais que l'année prochaine, tu pourrais participer à ces championnats de France, les phases qualificatives? Pourquoi pas les phases finales plus tard? Tu parles de qui? De moi. Tous les joueurs licenciés pourront participer aux phases qualificatives dans les ligues qu'il organise. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas encore des terrains dans toutes les ligues. Ça, c'est le travail qu'on a à faire sur le développement, mais il se construit pas mal de terrains actuellement. Et donc, effectivement, là, c'est ouvert à tous. Et voilà, il suffit pas besoin d'être professionnel pour ça. Tout le monde peut participer. C'est très sympa comme sport. On se régale. Alors, pour parler un peu plus administratif, il y a des questions qui se posent d'abord sur la partie de la formation paddle. La FFT a travaillé dessus là, depuis maintenant quelques semaines, même moi je dirais, depuis un petit moment. Il y a des choses qui sont en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, on peut en dire un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé à deux niveaux. D'une part, pour les enseignants de tennis, donc les DE tennis actuellement, qui ont un diplôme tennis, qui peuvent enseigner le paddle, mais qui n'ont pas forcément la compétence, ceux qui n'ont pas joué au paddle n'ont pas forcément une compétence. Ce sont des UV donc pour les BE qui passent le brevet d'état de tennis, et ils ont donc des options à l'intérieur de leur formation facultatives qui leur permettent pourquoi pas d'acquérir quelques notions de paddle, c'est ça? Voilà, en fait c'est des modules, qui seraient intégrés dans la formation, soit la formation continue et la formation d'origine des enseignants de tennis. Voilà, donc ils auraient en tout cas une compétence minimum et une connaissance minimum du paddle, du jeu, des principaux coups, etc. Donc ça concerne les BE de tennis. En revanche, il y a tous ceux, et je pense que ça concerne beaucoup de joueurs, qui sont parfois d'ailleurs très bons, mais qui n'ont pas de brevet d'état, de quoi que ce soit, qui sont juste des joueurs de paddle, qui ont parfois même une formation en Espagne. Et là, il y a problème. Et justement, la FFT en a conscience, elle a travaillé sur ce sujet. Quelle est la prochaine étape? Donc là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet en ce moment et on va présenter un dossier au niveau du ministère. Donc effectivement, on a été sensibilisé à cette population de joueurs, comme tu dis. D'ailleurs, sur le championnat ici, il y en a quelques-uns. Il y en a un certain nombre qui sont des très bons joueurs mais qui n'ont pas de diplôme d'État. Donc ils ne peuvent pas enseigner. Ils peuvent pas enseigner contre rémunération. Et donc bon là, on trouve dommage d'exclure bien sûr ces joueurs-là, mais bon voilà, c'est la loi française aujourd'hui. Et donc on est en train de préparer la création d'un certificat professionnel qui permettrait, je dis au conditionnel parce que voilà, le dossier est bouclé, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. C'est Jean Valac à la fédération en charge des formations qui porte ce dossier-là et qui permettrait à ces joueurs de paddle de pouvoir enseigner sous certaines conditions, mais qui ouvrirait un peu la porte à l'enseignement du paddle. Jean Valac, le président de la Ligue des Lyonnaises. C'est ça, Jean Valac qui est présent ici sur ce championnat, puisque c'est le président de la Ligue du Lyonnais de tennis et qui est en charge de la formation à la fédération. Voilà, donc on va avoir... Voilà, le dossier est prêt, c'est lui qui va le porter au niveau du ministère. Il y a pas mal d'étapes à franchir, administratives, mais voilà, on espère que ça va passer. On parle de certificat, mais est-ce que c'est la même chose que le certificat d'initiation dont on est de moniteur? Non, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. C'est un peu le même principe, mais ça sera différent. Il n'y aura pas les mêmes critères en termes d'horaire, de public, de destination, etc. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se rapproche un peu de ça, sur le principe, on va dire, de manière un peu générale. Et ça se fera, en tout cas l'AMT, dont on est en train de parler, ça se fera dans les prochaines semaines, mois? C'est pas l'AMT, l'AMT c'est ce qui existe, l'AMT. Mais qui permettra aux joueurs de paddle quand même d'avoir un diplôme, enfin d'avoir un truc... Si ce diplôme est accepté au niveau du ministère, si ça passe, un joueur
paddle qui n'est pas DE, tennis, pourrait, sous certaines conditions, enseigner le paddle. Voilà. Donc ça, ça sera une belle avancée si ça se passe. En tout cas, on a fait le maximum, on a beaucoup travaillé là-dessus, justement pour répondre à l'attente de cette population-là, qui, on le sait bien, qui existe. Donc aujourd'hui, deux choses. Un, il y a l'AMT qui pourrait s'élargir au paddle, puisque c'est déjà le cas pour le tennis et pour le beach. Oui, l'AMT actuel. L'AMT actuel, lui, il pourra bien sûr enseigner à des jeunes en collectif, comme il le fait aujourd'hui, certaines conditions horaires, etc. Mais ça, la seconde chose, qui est le certificat en question. En gros, alors je sais que c'est en cours de travail, mais je ne vais pas trop en parler dans le détail, mais voilà, qui permettrait vraiment d'ouvrir davantage au niveau de l'enseignement. Voilà. Bon, d'autres éléments, d'autres avancées ou d'autres peut-être choses. Alors, j'en ai une, j'ai une question qui revient en permanence. C'est cette histoire de règlements qui ne permettent pas à certains clubs de pouvoir proposer des tournois homologués avec une possibilité de faire avantage, troisième set classique, etc. Par exemple, aujourd'hui, certaines personnes l'ont dit ouvertement, c'est quand même dommage que pour des phases finales, il n'y ait pas la possibilité de faire un tournoi entre guillemets classique avec des avantages et un troisième set classique, surtout qu'il y a du temps et que ça aurait pu être le cas pour les phases finales, vous voyez. Phase finale des championnats de France. En tout cas, peu importe, après ça dépend du nombre de terrains, c'est la Ligue qui choisit. Mais voilà, est-ce que dès l'année prochaine... Non, mais il y a plusieurs choses, visiblement, enfin, c'est la compétition qui travaille là-dessus. Ouais. Mais bon, après d'ailleurs, là, on est en train de terminer le championnat de France, on s'aperçoit que le format finalement est tout à fait... Et rapide. Enfin, il faut savoir que la demi-finale, elle a duré 1h03 quand même. C'est rapide. Si on va parler à Cédric Carité et son il va pas trouver que c'était rapide parce qu'il rejoue bientôt la place de 3e. Donc 1h03 pour un match. Heureusement qu'il n'y avait pas un 3e set. Voilà, parce que sinon... donc nous, cette formule-là, en tout cas pour le championnat de France, pour la finale, on trouve ça très très bien. C'est au moment du super tie-break que tout le monde arrive et qu'on ne part pas. Il y aurait eu un 3e set, qu'est-ce qui serait passé? La moitié des spectateurs seraient allés boire un coup, on reviendra au milieu du 3e set quand ça commencera à être intéressant. Donc on voit bien que nous, ce format-là, sur le championnat de France ici, ça va. Après, la compétition, je sais que la compétition réfléchit beaucoup à... je dirais, assouplir, à faire des formats très différents, qu'on puisse avoir un peu une liberté quand on va faire dans un tournoi de club, etc. Ça, je pense que c'est important. Chez nous, la direction de la compétition est tout à fait sensibilisée à ça, les élus aussi, et il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc, c'est des choses qui vont évoluer. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, il y a toute une organisation, ça ne se fait pas comme ça, quoi. On ne change pas en 15 jours. Voilà, il y a toute une réflexion, il faut changer des règlements, il faut faire évoluer les choses, il faut les faire appliquer, il faut que ça fonctionne sur les applications. Voilà, c'est assez lourd, c'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Voilà. Mais après, les débats sur les formats, voilà, aujourd'hui, on voit bien que depuis des années, on va vers des formats plus courts, des formats où il y a plus de... Voilà, c'est le débat du tie-break il y a je ne sais pas combien d'années. On disait ça va casser le jeu, l'esprit du tennis. Vous vous rendez compte, sur un tie-break, on va jouer le set sur un tie-break, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, un tie-break, oui, on le joue sur un tie-break, mais c'est là où tout le monde regarde. Tie-break à Roland-Garros, c'est là où tout le monde arrive. À Wimbledon, c'est pareil. Enfin, quand vous arrivez sur le tie-break du set, vous êtes dans votre canapé, vous buvez un coup, et au moment du tie-break, là par contre tout le monde se concentre. Et les joueurs, c'est important, parce que là tous les points sont importants. Donc on le voit bien, là, c'est pareil sur le super tie-break, il y a une concentration énorme, et ça fait des points extraordinaires. Moi je connais un joueur qui a plongé sur une balle de match, et voilà, si c'était pas la balle de match, peut-être qu'il n'aurait pas plongé pareil. Voilà, donc ça, là-dessus, voilà, c'est ça qui est... Donc ces moments-là, de type de jeu décisif, c'est des moments extraordinaires dans le sport. Alors puisque c'est ainsi, pourquoi pas ne pas proposer que des tie-breaks en 10 points? Non mais ça c'est des discussions. Enfin voilà, c'est pour ça que je disais. Oui d'accord. Ok. Tout est ouvert. Il faut pas faire n'importe quoi. D'accord. Des choses qu'il faut réfléchir, mais voilà, c'est en cours de réflexion. On va terminer sur une dernière question, sans rentrer dans le détail parce que c'est technique, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a 2 jours, il y a une mise à jour par rapport au type de balle homologuée pour le paddle, puisque c'est une question aussi donc... En fait, c'est la première liste qui sort officiellement à la fédération. Voilà, on fonctionne comme dans les balles de tennis, c'est-à-dire qu'on fait juste que contrôler que les balles qui vont être utilisées en tournoi
sont des balles qui répondent aux normes de la Fédération internationale de paddle. Voilà, c'est tout. Donc on a mis en place des essais, des tests. Aujourd'hui, bien sûr, il faut que le fabricant de la balle veuille bien faire homologuer sa balle. S'il ne la fait pas homologuer, il ne sera pas sur la liste. Et puis une fois qu'il l'a fait, il nous envoie des balles, on les teste. S'ils répondent aux critères, alors aujourd'hui pour des raisons techniques, on ne rentre pas trop dans le détail, mais aujourd'hui on a 4 marques. Et il y a une marque qui a 2 modèles qui répondent, donc qui sont sur une liste des balles homologuées, mais bon, assez vite on devrait avoir d'autres balles. Voilà, donc c'est ouvert à tous les. Je fais appel à candidature, tous les fabricants de balles qui veulent être homologués, ils nous envoient des balles, il y a une procédure, ils se rapprochent du service équipement, et puis on aura une liste des balles. Il faut savoir qu'à terme, voilà, les balles homologuées, ça veut dire que les tournois qui demanderont l'homologation devront jouer avec les balles homologuées. Ce qui semble un peu logique. Oui. C'est ce qu'on fait en tennis, c'est ce qu'on fait en beach, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est ça un peu la procédure. Mais bon, voilà. Ouais. Bon, je crois que j'ai l'impression qu'on a fait vraiment le tour là. Et puis il y a des constructeurs, si on n'a pas parlé, bon, là aussi, on a une démarche de certification d'entreprise comme on le fait dans le tennis, donc on le fait avec les constructeurs de paddle. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sont mauvais ou que ceux qui sont sur la liste sont bons, mais ceux qui sont sur la liste, ils ont fait une démarche, on a vérifié les assurances, on a vérifié tout ça. Voilà, donc on fait, ça c'est une aide au club, pour les clubs qui veulent construire, qui se posent plein de questions. Voilà, le service équipement est à leur disposition pour aller voir, diagnostiquer les terrains, faire des rapports, étudier les devis, pour donner des avis sur les devis. Et voilà, donc ça c'est le travail qu'on fait au quotidien. Alors, bon, on va terminer, mais justement, qu'apporte le PQT pour un club ou pour un porteur de projet tout simplement? C'est une garantie, qu'est-ce que ça apporte concrètement pour le porteur de projet? Alors, pour le PQT, il faut bien comprendre la démarche. Pour rentrer, c'est une démarche de certification, un peu comme l'ISO 9001, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir cette certification, une entreprise doit suivre un cahier des charges que nous avons réalisé. Dans le cahier des charges, grosso modo, il y a, par exemple, on étudie l'assurance. Est-ce qu'ils ont une assurance qui est valable, qui est conforme aux réglementations françaises? Est-ce que c'est par capitalisation, par répartition, de manière très précise? On regarde si dans le fonctionnement de l'entreprise, voilà, il y a toute une procédure pour vérifier que les matériaux qu'ils mettent en œuvre, ils sont conformes aux normes. Il y a un contrôle par an sur un chantier, sur un terrain. Il y a un contrôle par an sur le fonctionnement de l'entreprise. Voilà, il faut respecter tous ces critères-là. Voilà, donc voilà, quand un maître d'ouvrage prend une entreprise, et l'entreprise, il n'a pas forcément vérifié l'assurance. Il ne vérifie pas forcément l'assurance. Voilà. Ça ne veut pas dire que ceux-là sont bons et les autres sont mauvais, c'est pas du tout ça. Mais voilà, ils répondent à ces critères-là, en tout cas. Donc c'est quand même une certaine garantie. On essaye de donner des garanties aux maîtres d'ouvrage.